Le droit et la liberté sont présentés dans nos débats publics comme des rouages suffisants pour entraîner le vivre ensemble dans la société. Ils ne le sont pas. Il leur faut comme rouage préalable celui de la morale. Voyons d'abord en quoi le droit est peu de choses sans la morale. Le régulateur de nos comportements au quotidien, c'est la morale et non le droit. Si quelqu'un est en train de se noyer et que, bon nageur, vous passez sur la berge, vous plongez et sauvez la personne parce que vous vous êtes dit « Oh là là, une personne se noie, elle risque de mourir, plongeons », ou que vous vous êtes dit « D'après l'article machin du code truc, si je ne la sauve pas, c'est de la non-assistance à personne en danger, donc le droit français me dit de plonger, plongeons ». En fait, pour tous ceux d'entre nous qui n'avons pas de formation juridique, le droit nous traverse assez peu l'esprit au cours de la journée. Ce qui nous encourage ou nous retient, pour les meilleurs d'entre nous qui voulons être des gens bien, et pour la moyenne d'entre nous qui voulons passer pour tels, c'est notre morale. D'ailleurs, en philosophie, la morale répond à la question « Que dois-je faire ?» L'expression anglo-saxonne de moral compass, boussole morale, indique combien la morale sert de guide pour nos actions. C'est donc bien la morale qui permet au sein d'une société que les individus ne se fassent pas trop de mal les uns aux autres. Le droit sera là pour ceux à qui la morale ne suffit pas. Comme disait Aristote ou je ne sais plus qui, on a inventé la loi parce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas le bien et le mal. Quand on connaît le bien et le mal, on n'a pas besoin de la loi. On voit donc que la morale précède le droit et le produit. Si tous, demain, nous nous mettions à penser, par exemple, que donner des coups de pied dans son chien, finalement, ça n'a rien de cruel, moralement ça se fait, la loi qui nous punit pour cela finirait par être supprimée et nous nous retrouverions avec une société qui normalise la violence envers les animaux de compagnie. Si vous changez la morale, vous changez les comportements. Si vous changez les comportements, vous changez les lois. Les sociétés non musulmanes doivent être rendues en quelque sorte charia compatibles. On essaye de transformer les comportements, puis à terme les lois. En Algérie, dans les années 80, pendant le ramadan, tout était ouvert. Vraiment, tout était ouvert. Il y avait des bars, il y avait des terrasses, on vendait de l'alcool, tout le monde s'en foutait. Celui qui fait ramadan, celui qui le fait pas, il le fait pas. Et c'est passé quelque chose dans les années 90, il y a eu des mouvements de population et tout, donc ceux qui ouvraient leurs restaurants et tout pendant le ramadan n'ouvraient plus. Donc, mais c'était pas interdit par la loi de manger à l'extérieur. Oui. Donc les gens n'avaient pas à manger. Donc il y avait beaucoup moins de personnes qui mangeaient. Et au bout d'un moment, la société, à la loi, la société commençait à réprimander, parce que justement ils avaient la vérité absolue, commençait à réprimander ceux qui ne font pas carême. Donc ils ne font pas le ramadan. Quelle que soit la raison, malade, pas musulman, ils réprimandaient. C'est la société qui réprimandait dans les années 90. Dans les années 2000, ces gens-là, en Algérie, on les appelle les non-jeûneurs. Il y a toujours des cas de non-jeûneurs. Quand on ouvre la presse et tout, des cas de non-jeûneurs. Il y avait des policiers, par excès de zèle, qui les arrêtaient. Parce qu'ils fumaient, parce qu'ils buvaient de l'eau à l'extérieur, parce qu'ils mangeaient un sandwich. Ils les emmenaient, ils les arrêtaient, les emmenaient au poste police. Et après ça, ils les emmenaient devant le juge. Le juge, quand il voyait ça, il y a rien, c'est pas interdit. Donc il déclare un non-lieu. Ça, c'était pendant les années 2000. Pendant les années 2010, cette répression s'est accentuée par rapport à la police. Parce que la police elle-même, tellement la société ne voulait pas ça, la police pensait que c'était interdit. Donc elle les arrêtait. Et là, devant le juge, il y avait quelque chose ils étaient condamnés. Pas pour avoir mangé, parce qu'on ne condamne pas quelqu'un pour avoir mangé. Donc, ils les ont condamnés pour trouble à l'ordre public, ou pour injure à la religion. Toujours une raison. Il n'y a pas eu ça, désormais? Ben, justement. Donc là, dans les années 2020, c'est ça, d'accord. Ben, il va y avoir une loi qui va interdire clairement et simplement pour que les gens ne mangent pas à l'extérieur pendant le mois de Ramadan. Comme il y a une loi en Maroc, c'est la loi 222, ça veut dire c'est la société qui a interdit ou qui a attaqué cette pratique ou cette liberté, et les gens, parce que, je ne sais pas, ils avaient leurs propres raisons, je leur en veux pas, ils se sont autant censurés, mais au bout d'un moment, cette pratique ou cette liberté n'est tellement pas pratiquée qu'elle se concrétise par une loi. Parce que c'est la force des choses. Les hommes de gauche, eux, partent du contrat. Ils pensent que c'est le contrat qui crée la communauté, alors que c'est la communauté qui crée le contrat. Si le droit provient de la morale, il n'en est qu'une expression réduite. Le respect du droit ne garantit pas que rien de malfaisant n'advient, comme le mentionnent beaucoup d'intellectuels de tous bords. Not everything legal isn't criminal. Ce n'est pas parce que c'est légal que ce n'est pas criminel. Parce que ça, vous avez le droit, mais au niveau éthique, pour le coup, c'est complexe, quoi. Ces êtres ne sont pas corrompus. Ils sont la corruption. En eux qui ont fait du respect de la légalité un paravent pour s'autoriser tous les excès,
ne réside plus la moindre recherche d'un engagement ou d'un don. Or, en croyant en cette erreur que le respect du droit garantit le bien, nous avons été conditionnés à nous référer au droit uniquement et encouragés à dédaigner ou à devenir aveugles à la morale à l'œuvre derrière les phénomènes. Notre droit français a permis le mal qu'est l'avancée de l'oppression religieuse islamique. En France, une société occidentale non violente qui fonctionne avec des lois écrites et un principe selon lequel ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc déjà, les islamistes ont une certaine visibilité dans notre pays, si vous voulez, sur leurs actions possibles à faire ou non, grâce à la primauté du droit écrit. Voilà, ils connaissent un minimum les règles du jeu. Ainsi, pour vous donner un exemple, tant que dans le droit français, il n'est pas interdit de voiler les fillettes, eh bien les islamistes en France voilent les fillettes. Voilà. Et nous n'avons jamais exigé vis-à-vis de l'islam que le respect du droit. Moi, je suis pour la liberté de l'enseignement. C'est-à-dire que, a priori et par principe, l'enseignement dans notre pays constitutionnellement est libre. C'est-à-dire que on peut avoir des écoles confessionnelles chrétiennes, juives, arabes, je sais pas moi, bouddhistes, j'en sais rien. Bref, peu importe. Le tout est que comme le dit la Constitution et comme le dit aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que tout cela se déroule dans le cadre des lois. Les transmetteurs de l'islam se retrouvent soucieux de respecter scrupuleusement notre droit, pas notre morale. Les transmetteurs obscurantistes peuvent ainsi montrer patte blanche après avoir trempé leurs pattes grises obscurantistes dans la farine du droit français, pénétrer notre pays et dévorer les jeunes chevreaux. Florence Bergeau-Blackler à propos du frérisme qui avance. Il parvient à le faire dans le cadre des lois, tout en ne respectant pas les principes qui les fondent. Vanter le voile, cette prison du corps de femme, au nom de la liberté. Dès lors, l'intérêt des défenseurs de l'obscurantisme sera, dans leurs interventions publiques, de présenter la société comme un fonctionnement juridique et juridique uniquement. Je suis là de Française qui s'exprime face à un Français. Et notre point commun et ce qui régit notre société, c'est le droit. Mais vous trouvez ça bien ? Mais non, mais j'ai pas d'avis là-dessus. Ah bon ? Je suis français. Pourquoi vous n'avez pas d'avis ? Non, mais j'ai pas d'avis parce que du moment que c'est autorisé et que ça n'impacte pas sur les lois, moi, mon seul fondement, c'est la loi. On se retrouve dans des situations frustrantes où notre droit en arrive à protéger l'oppression religieuse islamique. C'est le loup qui nous nargue. J'ai le droit, j'ai la patte blanche, tu ne peux pas m'empêcher de rentrer, nananananer. C'est vous qui avez un problème, vous allez voir un psychologue, vous allez lui en parler, mais moi je ne fais rien par respecter les lois de mon pays. Ne vous en déplaise en fait. J'ai fait exactement ce qui est permis dans le droit français. Le droit ne peut pas faire son œuvre utile de protection si les gens régis par ce droit n'ont pas reçu en amont la morale qui en est à l'origine. Quiconque porte une morale trop différente de celle produisant le droit local se retrouvera à devoir choisir entre petit 1 pour obéir à sa morale, contrevenir au droit, petit 2 pour obéir au droit, contrevenir à sa morale. À la lumière de cette incompatibilité entre contre-morales islamiques apportées et droit français, la phrase « la charia est au-dessus des lois de la République » prononcée par une proportion en augmentation de notre population musulmane n'est plus si provocante qu'il y paraît. C'est la réaction humaine normale de quelqu'un voulant rester vertueux dans son modèle de vertu et qui compose avec un droit inadapté à ce modèle. Notre droit n'avait pas prévu l'islam. Les chemins qu'il offre sont ouverts à tout le monde. C'est tout à notre honneur, mais c'est aussi notre talon d'Achille. Ces chemins de notre droit ne sont pas conçus pour se refermer à l'arrivée d'une oppression religieuse. L'islam obscurantiste les emprunte et y avance. Et quand il aura suffisamment avancé, suffisamment installé sa morale d'autorité, il pourra alors changer ce droit français qui ne lui aura pas mis de barrière et le rendre conforme à sa morale islamique. Notre code pénal et les lois de la République, elles n'ont pas été conçues à une époque où il y avait des musulmans dans notre pays. Non, mais un lanceur d'alerte, c'est un lanceur d'alerte qui aime des musulmans ou pas. Le droit, il n'est pas adapté à la présence de millions de musulmans et d'une islamisation dans notre pays. Et donc ce droit-là, il va devoir s'adapter, la loi va devoir se corriger pour pouvoir répondre à la tentative de conquête de l'islam, de l'espace public notamment. Parlons maintenant de la notion de liberté individuelle qui, comme le droit, est souvent invoquée pour expliquer qu'il n'y a pas de problème avec l'islam. Puisque telle personne qui se comporte d'après un islam rigoriste le fait librement par usage de sa liberté individuelle, il n'y a pas de problème. On laisse la liberté aux gens, et Diane, c'est un choix de sa part. Là encore, on cache la morale derrière un paravent, celui de la liberté individuelle. Or, ce n'est pas parce qu'on utilise une liberté individuelle, c'est-à-dire une latitude d'agir que donne la société française, que le choix que l'on fait est libre pour autant. Quand on se penche sur la morale à l'œuvre derrière l'utilisation de la liberté individuelle, on voit qu'un choix prétendument libre peut être le fruit d'un chantage moral. Lisons un petit passage fort divertissant des Serments indiscrets de Marivaux, où un chantage est lui aussi présenté comme une liberté. Damis est amoureux de Lucile,
Mais son père veut qu'il épouse Phénice, la sœur de Lucile. Voici comment le valet Frontin lui en fait la commission. Damis. De quoi mon père t'a-t-il chargé pour moi, Frontin? Il vient de m'avertir que tu avais quelque chose à me dire de sa part. Frontin. Oui, monsieur. Il s'agit de 3 petits articles. Le premier, c'est qu'il ne veut plus entendre parler de vous. Qui? Mon père? Lui-même. Mais ce n'est pas l'essentiel. Le second, c'est qu'il vous déshérite. Moi? Ce que tu me dis là n'est pas concevable. Il ne m'a pas chargé de vous le faire concevoir. Enfin, le troisième, c'est que les 2 premiers seront nuls si vous épousez Phénice. Quoi? L'on veut m'obliger? Prenez garde, monsieur, ne confondons point. Parlons exactement. Ma commission ne porte point qu'on vous oblige. On n'attaque point votre liberté, voyez-vous. Vous êtes le maître d'opter entre Phénice ou votre ruine, et l'on s'en rapporte à votre choix. Dans Marivaux, l'autorité du père dit « Tu as le choix entre être complètement ruiné et faire ce que j'ordonne, mais après, tu es bien libre d'être ruiné. » Dans l'islam obscurantiste, la morale d'autorité dit « Tu as le choix entre être complètement ruiné en nombre de points pour le paradis et faire ce que j'ordonne, mais après, tu es libre d'être un mauvais musulman. » Le choix du voile ou autre comportement rigoriste en augmentation, c'est le choix de Damis. Arrêtons de boire les paroles de ceux qui osent nous parler de liberté. Pour conclure, si on devait comparer une société au corps d'un vertébré, on pourrait dire que la morale en est le squelette qui la soutient, le droit et les libertés seraient les muscles et les tendons qui permettent les mouvements. Cette image nous permet de comprendre que si la morale n'est pas un levier immédiat d'action politique efficace, on ne peut néanmoins la retirer de l'organisation politique de la société sans que cette dernière s'écroule. Accepter l'évaporation progressive de notre morale commune, accepter le remplacement de nos préceptes par d'autres, c'est laisser nos innocents subir le sort des coupables. Finissons avec un passage de Mémoires d'outre-tombe, où Chateaubriand, dans un contexte différent de notre histoire, parvient à la même conclusion. Danton, plus franc que les Anglais, disait « Nous ne jugerons pas le roi, nous le tuerons ». Il disait aussi « Ces prêtres, ces nobles ne sont point coupables, mais il faut qu'ils meurent, parce qu'ils sont hors de place, entravent le mouvement des choses et gênent l'avenir. » Ces paroles, sous un semblant d'horrible profondeur, n'ont aucune étendue de génie, car elles supposent que l'innocence n'est rien et que l'ordre moral peut être retranché de l'ordre politique sans le faire périr, ce qui est faux. Faut pas se laisser abattre, hein.